Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne au cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité. Dans la Surface, c'est un diplômé en ingénierie électrotechnique à l'Institut de technologie de New Jersey aux États-Unis. C'est un chef d'entreprise burkinabé basé dans ce pays, les États-Unis, fondateur de Burkina Électrique et Construction. Il est aussi dans le secteur de l'immobilier, mais l'homme a aussi un manteau politique. C'est le président du RBB, le Rassemblement des Burkinabés pour le Progrès, Gabriel Béréoui-Dougou, qui est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez étudié au Burkina Faso et vous vous êtes retrouvé du côté des États-Unis d'abord pour poursuivre vos études, mais par la suite, vous y êtes resté. Alors, pourquoi c'est le problème pour beaucoup d'étudiants africains qui partent en Occident. Le pays vous donne tout, prend en charge vos études, vous finissez, vous allez en Occident et vous restez, au lieu de revenir servir le pays. Alors, je vous remercie pour cette question. Mais je dois dire déjà que c'est vrai, le Burkina Faso nous a tout donné. Mais nous n'avons pas fui le Burkina Faso. Nous sommes partis pour conquérir d'autres connaissances que nous avons jugées personnellement nécessaires pour notre bien-être personnel et aussi revenir et servir le pays. Vous voyez, quand bien même je suis parti il y a bien longtemps, il y a de cela 25 ans, je suis toujours jeune. Et alors, je peux toujours servir le Burkina Faso. Et maintenant, on peut bien le servir. Donc, il n'a jamais été question de fuir le Burkina Faso. Il n'a jamais été question de rester ailleurs avec toutes les compétences qu'on peut avoir et délaisser son pays. Nous sommes patriotes et nous sommes là. Nous allons servir le Burkina Faso et nous allons bien le servir. D'accord. On revient dans les détails sur cet aspect des choses, mais parlons déjà du système éducatif actuellement. La réflexion, c'est comment refonder, comment réformer pour l'adapter aux besoins donc, du marché de l'emploi, de nos entreprises. C'est toute la question. Vous êtes technicien, en tout cas en électrotechnique. Et vous êtes passé par l'ex-lycée technique de Ouagadougou, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Qui s'appelle le LTO. Et donc, où j'ai eu un bac F3, électrotechnique, et après un BTS en génie électrique, et à New Jersey, à l'Institut technique de New Jersey, pour le diplôme d'ingénieur en électrotechnique. Donc, pour revenir à votre question, c'est vrai, notre système éducatif, je dirais, ne répond plus aux besoins actuels du Burkina Faso et même de l'Afrique. C'est pourquoi, collectivement, nous devons donc penser à une autre manière d'éduquer nos enfants. Force est de savoir qu'aujourd'hui, nous formons beaucoup de Burkinabés chômeurs. Chômeurs pas par vocation, chômeurs parce qu'ils sont assis avec des diplômes que beaucoup d'entreprises sur la place du marché n'ont pas besoin. Donc il y a lieu impératif et très rapidement de réformer cette manière d'éduquer les gens. Et donc, la formation technique pour vous, c'est peut-être là qu'il faut... Absolument, monsieur, absolument. Parce que, vous savez, et même au-delà de cela, je suis le président du RBP, le Rassemblement des Burkinabés pour le Progrès. Et d'ailleurs, sur notre plateforme, nous avons donc suggéré que si nous sommes portés aux affaires, l'enseignement technique dès le CM2, nous allons commencer l'enseignement technique dès le CM2 pour permettre à tout Burkinabé qui va à l'école d'apprendre quelque chose de ses mains. Afin que, si c'est un Burkinabé qui n'est pas prédisposé à continuer dans l'éducation ou même à faire de longues études, que déjà, ils sachent faire quelque chose de leur main quand ils sortent de l'école. Et pour nous, c'est impératif. Et je dirais même en 2019, il y a juste une année, j'ai été faire un tour au lycée technique de Ouagadougou pour encourager les élèves qui y sont. Parce que, entre parenthèses, je donne des conférences de motivation à New York et un peu partout aux États-Unis pour encourager les jeunes à s'impliquer,
à apprendre quelque chose de l'homme, à entreprendre. Et donc, c'est dans cette optique que je me suis rendu au lycée technique pour donc échanger avec mes jeunes frères du LTO. Et j'étais déçu de voir que le LTO qui m'a donné la chance d'être qui je suis aujourd'hui, ce même LTO, il est mort. Les mêmes machines sur lesquelles nous avons travaillé sont presque couvertes d'un centimètre de poussière. Entre-temps, on a vu justement l'AESO, l'association des élèves du secondaire justement de Ouagadougou, qui a plusieurs fois manifesté justement pour dénoncer cette réalité des lycées techniques où effectivement les plateaux techniques, les laboratoires devront permettre aux élèves d'avoir cette formation pratique. Pratiquement n'existe pas. Il y a des efforts à faire à ce niveau. Exactement, et je les donne parfaitement raison. Écoutez, j'ai l'impression que nos autorités n'ont pas compris que le développement économique d'un pays doit passer nécessairement par la technologie. Et si nous n'investissons pas dans la technologie, pour que nos jeunes apprennent proprement, utilisent la technique moderne pour s'éduquer et après servir leur nation, je pense que c'est déjà voué à l'échec. Bon, c'est dommage que beaucoup de nos dirigeants ne viennent pas du monde technique, et donc peut-être ça s'explique par cela. Mais je sais aussi qu'il y a des visionnaires parmi eux. Et ces visionnaires devraient savoir qu'il faut donner les moyens à l'éducation technique afin que notre pays sorte de ce sous-développement. Il y a depuis quelques années déjà, dans le programme présidentiel aussi, cette approche de construction de lycées scientifiques. Ça a d'ailleurs démarré. On a vu les premiers élèves sortir donc de ce lycée avec le baccalauréat cette année. C'est une bonne approche. Oui, c'est une très bonne approche. Mais je dis qu'avant qu'on augmente déjà le nombre de lycées techniques, ceux qui sont déjà existants, nous devrions donc montrer une volonté farouche de changer les choses en améliorant ce qui existe déjà, pour que ces élèves n'apprennent pas toujours avec des machines qui datent de 1960. C'est là, je pense que... La technologie, ça va très vite. Ah oui, ça va très vite. Mais comme je vous dis, les mêmes outils techniques que nous, on a utilisés pendant qu'on était au lycée technique, je vous assure qu'on enseigne toujours nos jeunes frères avec ces mêmes outils. Plus de 25 ans après. Bien sûr. Et donc, c'est assez décevant. Ça veut dire que rien n'a été mis en avant pour réellement propulser la volonté de vouloir changer les choses techniquement. Les ordinateurs, des machines actuellement marchent en synchronisation avec la technologie de l'informatique. Je n'ai pas vu ces genres de machines prototypes là-bas pour que nos élèves puissent s'imprégner de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, vous pouvez voir des usines qui sont ouvertes au Burkina Faso, ils n'utilisent plus la vieille technologie. Forcément, c'est la nouvelle technologie. Alors, quand nos élèves arrivent, ou même en stage, je dirais qu'ils sont déjà déphasés par rapport à ce qui existe. Donc, je pense que, autant bien que c'est une bonne approche de construire beaucoup de lycées techniques, il faut que nous nous attelons d'abord à améliorer ce qui existe. Être en phase aussi avec l'évolution de la technologie. Bien sûr, j'approuve complètement. Très important. Oui. Alors, vous êtes chef d'entreprise burkinabé, résident donc aux États-Unis, mais là, vous créez de la richesse et des emplois aux États-Unis au détriment de votre propre pays, finalement. Écoutez, c'est vrai, et c'est pourquoi je vous disais tantôt que d'abord, quand je suis parti aux États-Unis, c'était dans le seul souci d'abord de parler anglais comme je parle couramment français. Et je pense que 25 ans plus tard, ce rêve s'est réalisé. Et également, j'ai vu que le monde technique américain, d'ailleurs, nous reconnaissons que les États-Unis, c'est le pays le plus technologiquement avancé au monde. Alors pour moi, je voulais pas rester en amont de cette technologie. Alors donc, je me suis mis au travail afin de pouvoir compétir même d'abord avec les Américains. Et aujourd'hui, depuis 23 ans, je suis chef d'entreprise et j'ai créé donc mon entreprise qui s'appelle Burkina Électrique et Construction, qui aujourd'hui emploie plus de 100 Américains, dont des Burkinabés. Je suis fier de... Quelle proportion de Burkinabés 20% en tout cas de mon effectif sont Burkinabés, ou ont été formés donc par Burkina Électrique et aujourd'hui sont complètement autonomes et qui font en tout cas tout ce qu'ils aiment faire aux États-Unis. Et qu'est-ce que vous faites concrètement à votre entreprise? Ben, nous installons tout ce qui est technologie électrique.
en passant par l'éclairage public, les photovoltaïques, qu'on appelle simplement les plaques solaires. Nous faisons également de l'électricité industrielle, où nous assemblons des machines. Et nous intervenons aussi dans les technologies de l'aéroport, où nous installons tout ce qui est technologie de transport des passagers du quai de l'avion jusqu'à l'intérieur même de l'aéroport. En tout cas, tout ce qui est technologie électrique, nous installons, nous réparons, nous faisons la maintenance. Et vous avez votre part de marché là-bas? Bien sûr, j'étais un agrégat technique américain qu'on ne donne pas juste en constituant des dossiers. C'est un concours de l'État américain, en tout cas, que je dis, très difficile à avoir et qui garantit, en tout cas, un succès économique dès que tu l'as. Et c'est ce concours-là que j'ai eu il y a de cela 23 ans. Et sans ce concours, tu ne peux pas ouvrir une entreprise électrique. C'est un peu beaucoup plus organisé qu'ici au Burkina Faso. Donc, nous avons donc des licences, et cette licence qu'on appelle agrément, donc me permet de pouvoir exercer en tant qu'entreprise électrique aux États-Unis. Et donc, ce que j'ai fait, parce que j'ai toujours voulu laisser les gens opérer vraiment librement pour les laisser donc s'exprimer talentueusement. Et donc, j'ai dû créer ce qu'on appelle des succursales. Ça fait que, de nos jours, Burkina Électrique et Construction compte autour de 15 succursales dans l'État de New Jersey. Donc voilà des boîtes bien remplies de Burkina Électrique, tout un peu partout au Burkina Faso, comme un peu, vous voyez les succursales qui sont à Ouagadougou ou au Burkina Faso. Et c'est un peu comme ça que j'ai organisé Burkina Électrique, et donc qui permet à l'entreprise de fonctionner, même si je ne suis pas aux États-Unis. Et cette expertise, pourquoi vous ne travaillez pas à la mettre à la disposition des Burkinabés? En 2010, je suis venu au Burkina Faso avec 5 conteneurs pour lancer Burkina Électrique au Burkina Faso, afin de pouvoir donner cette chance à mes frères burkinabés de pouvoir travailler sous notre expertise. Parce que vous savez que pour une entreprise qui a fonctionné aux États-Unis, c'est une entreprise assez rigoureuse. Et donc, nous avons voulu ramener une manière de travailler à nos jeunes frères burkinabés pour leur dire, le succès est possible. Le travail bien fait est possible n'importe où tu te trouves au monde. Et surtout que je suis burkinabé, cela devrait être un plaisir pour moi de pouvoir installer l'entreprise ici au Burkina Faso et de pouvoir engager beaucoup de frères pour travailler. Alors, je suis arrivé, mais j'ai vu les conditions de travail et je me suis dit non, nous ne pouvons pas fonctionner de cette manière. Parce que tout simplement, je suis désolé de le dire. Le climat des affaires? Oui, je suis désolé au niveau administratif? Oui, non seulement la lourdeur administrative et la vérité, il faut pouvoir corrompre ou être corrompu pour pouvoir avoir quelque chose. Je me suis dit non, je ne me vois pas en train de faire ça. Parce que moi, j'ai un choix. Et si j'amène Burkina Électrique au Burkina Faso, c'est pour un travail de qualité. Mon nom signifie la qualité, même aux États-Unis. Et donc, je ne viendrai pas rabaisser, ou du moins vendre à rabais Burkina Électrique ici pour avoir des marchés. Je ne viendrai pas essayer de corrompre les gens pour avoir des marchés. Et donc, et aussi j'avais amené un autre projet où nous devrions participer à l'électrification, puisque le programme d'alimenter beaucoup de villages en électricité. Il y a l'Agence burkinabé de l'électrification rurale, par exemple. Oui, exactement. Ça date de bien longtemps. Et donc, nous avons voulu amener notre compétence pour participer à ce développement-là. Mais nous avons également vu qu'il y avait encore des embûches. Et donc, finalement, je n'ai pas pu, en tout cas, entamer ce qui allait être un élan patriotique afin de pouvoir donner de l'emploi aux jeunes. Mais c'était bien dommage.
Donc vous voulez contribuer, mais vous avez l'impression que l'administration burkinabé ne crée pas les conditions pour pouvoir capter cette expertise de la diaspora, c'est bien ça? Bien sûr. Parce que j'ai fait quand même quelques pays, dont notamment les États-Unis. J'ai été par exemple à Houston où j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeunes burkinabés qui avaient l'expertise, notamment dans le domaine de l'urbanisme par exemple. J'ai pu voir des réalisations de jeunes burkinabés dans la ville de Houston. On a par exemple Madi Sakandé qui est burkinabé résident en Italie, qui a l'expertise dans le domaine par exemple du froid, qui a d'ailleurs installé une société sur place ici au Burkina, Newcall System, qui existe, qui a une succursale ici au Burkina. On sent que cette diaspora a l'expertise pour aider le pays à décoller. Mais finalement, on ne sait pas. C'est la diaspora qui n'est pas engagée pour aider le Burkina dans ce sens où c'est au niveau national, le décideur politique qui n'accompagne pas la diaspora dans ce sens. Pourtant, il y a un ministère aujourd'hui dédié à cette diaspora qui dit être en train de travailler justement à capter cette expertise. Écoutez, je suis parfaitement d'accord qu'aujourd'hui, en tout cas depuis 2015, on a notre ministère plein qui d'ailleurs, je dirais, peut encore faire mieux. Vous voyez, ce ministère dédié à la diaspora, vous savez que la diaspora, c'est un monde connecté. Je dis encore, ce ministère peut encore faire mieux pour essayer de toucher la diaspora qui veut réellement faire quelque chose au Burkina Faso. Aller vers cette diaspora et les montrer les canaux de retour à l'investissement au Burkina Faso. Ça aussi, ça peut être leur rôle. Créer une plateforme où nous pouvons donc décrire nos compétences pour, en tout cas à temps opportun, pouvoir contacter ces différents membres de la diaspora afin de permettre notre retour à la contribution positive du développement du pays. Vous voyez le nom même de mon entreprise, Burkina Électrique et Construction, depuis les États-Unis. Ça veut dire que c'est quelque chose que je porte dans mon cœur. J'aime le Burkina Faso. Et ne pas pouvoir revenir faire quelque chose ici, créer une entreprise ici pour mon pays, dans mon pays, ça me fait très mal. Mais également, vous voyez que quand on a passé beaucoup de temps à l'étranger et qu'on a commencé à travailler, je dirais, et qu'on a une manière déjà de travailler rigoureuse, où on demande les résultats, quand on revient ici, nous essayons d'implémenter ces mêmes valeurs. Et c'est souvent très difficile. Nos frères ne nous comprennent pas. Nos frères, souvent, pensent qu'on fait le malin. Nos frères pensent que nous sommes très difficiles. Or que non, c'est le monde qui exige ces rigueurs. Et même dans l'administration, il faut ces rigueurs pour qu'on aille de l'avant. Les autres qui nous donnent de l'argent pour qu'on développe notre pays, c'est comme ça qu'ils travaillent. Des valeurs de rigueur, de compétences, du sérieux dans le travail. Et aussi longtemps qu'on ne mettra pas ce sérieux, je pense que tout ce qu'on voudra implémenter va toujours être voué à l'échec. Et donc, j'appelle tous mes compatriotes à réellement regarder vers là-haut. Parce que ce développement, il va falloir que chacun de nous y mette du sérieux. Du mécanicien moteur au blanchisseur du quartier. Tout ce que tu fais, aime ce que tu fais, mets du sérieux dedans et je pense que tout le monde s'en sortira. On imagine que ce sont ces valeurs-là, du travail que vous voulez apporter en passant peut-être aussi du chef d'entreprise à l'homme politique, puisque vous avez franchi aussi le pas désormais, en créant donc le RBP, le Rassemblement justement des Burkinabés pour le progrès. Alors, finalement, pour conclure sur cette question de contribution de la diaspora, qu'avez-vous finalement apporté à ce pays, à part donc créer un parti politique? Comme vous l'avez dit tantôt, j'investis dans l'immobilier. Alors, j'ai plus de 60 personnes qui travaillent pour moi. Et ce sont donc des réalisations personnelles, de grands domiciles et de grandes maisons que je construis. Pour vous-même? Pour moi-même. Des hôtels que je construis pour moi-même.
Et donc, j'ai aussi investi dans le transport. Tout ça, toujours canalisé vers l'immobilier, des camions qui donc ramassent des agrégats. Et donc, voilà un peu comment... D'une façon ou d'une autre, vous créez aussi des emplois. Bien sûr, bien sûr. Et donc, et par là, j'essaie déjà de montrer comment on doit être rigoureux dans tout ce qu'on fait. En construisant, moi-même, je participe physiquement. Quand j'arrive, je participe physiquement à la construction de tout ce que je fais. Pour les dire, le message que je les dis, il n'y a pas de patron. Il n'y a seulement que le sérieux dans le travail. Et quand on est sérieux dans tout ce qu'on fait, on ne peut que réussir. Et aux États-Unis, j'ai l'habitude de dire que quand on prend au sérieux ce qu'on fait, travaillons d'abord à maîtriser ce qu'on fait. L'argent va vous suivre. L'argent va courir derrière vous parce que si vous maîtrisez ce que vous faites, beaucoup de gens auront besoin de vous. C'est votre expertise qui va vous vendre. Exactement. Et donc, c'est cette valeur que j'essaie de mettre en avant au Burkina Faso dans tout ce que je fais. Et même dans la politique. Et d'ailleurs, c'est parce que beaucoup de choses que j'ai essayé de faire ici, j'ai vu les obstacles réels qu'il y avait. Et je me suis dit, nous ne pouvons pas continuer dans ce sens. Parce qu'avant même de quitter le Burkina Faso pour les États-Unis, on avait l'habitude d'entendre que pour faire quelque chose au Burkina Faso, ça même on était tout petit, il faut avoir des bras longs. Je dis non, c'est faux. Pour pouvoir faire quelque chose au Burkina Faso, il faut pouvoir être adulte et pouvoir signer des contrats. On n'a pas besoin d'avoir des bras longs. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Parce que tout le monde ne peut pas avoir des bras longs. Pourtant, nous sommes tous burkinabés. Et je pense que tout le monde est au même pied d'égalité. Et donc, pour éviter tout ça, il faut des hommes d'État à la tête du pays. Il faut des hommes d'État intègres, patriotes, justes, qui vont donc mettre chaque Burkinabé à la même place. Parce que ce mot, donc, il faut avoir des bras longs, c'est des mots qu'on n'aimerait plus entendre. L'égalité des chances, hein, il faut cela. C'est d'ailleurs des organisations de la société civile comme le Balai citoyen, rien que cette semaine, ont fait signer aux potentiels candidats à la présidentielle, justement, on leur a fait signer un document avec 10 recommandations visant justement à effacer les inégalités. Tout le Burkinabé doit avoir les mêmes chances. Exactement. Et donc, c'est déjà un bon départ, mais aussi, on devrait s'adresser aux 20 millions de Burkinabés. Parce que vous savez, ce n'est pas les présidents de partis politiques qui exercent ces bras longs. C'est nous-mêmes Burkinabés. C'est nous, les 20 millions de Burkinabés. Le comportement individuel. Oui. Donc, c'est un appel, c'est un cri de cœur que je lance au peuple burkinabé. Vous voyez, nous devons nous-mêmes cultiver cette valeur d'égalité. Mais comme on le dit, le poisson pourrit par la tête. Il faut l'exemplarité Exactement. au sommet. Exactement. Alors, et donc, vous créez le RPB, le Rassemblement des Burkinabés pour le progrès. Alors, on se dit, un parti de la diaspora pour la diaspora ou un parti créé par un Burkinabé de la diaspora, tout simplement? Un parti burkinabé créé par un Burkinabé de la diaspora, mais pour le Burkina Faso. Parce que ce n'est pas un parti pour la diaspora. Non, c'est un parti pour le Burkina Faso. Je suis juste de la diaspora, mais ça ne veut pas dire que c'est un parti de la diaspora. Parce que, comme je vous dis, chaque année, je fais même souvent 8 mois au Burkina Faso, donc je ne sais pas si je suis plus burkinabé de l'intérieur ou burkinabé de l'extérieur. La preuve, c'est que moi-même, ma carte d'électeur ne vient pas, je ne l'ai pas eu aux États-Unis. Je l'ai eu ici au Burkina Faso. Donc vous allez voter au Burkina? Mais bien sûr, dans mon Kourgou natal, d'où je viens. Donc... D'accord. Alors, finalement, est-ce qu'on peut revenir sur les raisons qui vous ont guidé à créer ce parti qui a reçu sa reconnaissance officielle rien qu'en janvier 2020, c'est bien ça? Comme je vous ai dit, grandissant, j'ai vu l'évolution des choses au Burkina Faso. Ça ne m'a pas plu. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a expliqué qu'en 2015, non, en
2014, j'ai aussi contribué à cette marche pour que les choses changent au Burkina Faso, dont le refus de l'article de l'article 37. D'abord là, j'ai marqué, pendant même que certains membres de ma famille étaient pour, j'étais catégoriquement contre. Parce que je me suis dit, c'est encore parce que certaines personnes ont toujours la santé qu'ils pensent qu'ils peuvent diriger jusqu'à la fin. Mais et si aujourd'hui tu mourais? Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire qu'au Burkina Faso, personne n'est incapable de prendre ses responsabilités? Non, je pense que dans un pays qui se veut démocratique, nous devons donc cultiver l'alternance des choses. Et donc c'est pour cela que nous avons marché pour que les choses changent en 2013. C'est aussi pour cela que nous avons soutenu la transition de 2014 et les élections de 2015. Mais maintenant, 2015, nous avons cru que réellement, nous allons être complètement dans une autre forme de gouvernance. Mais ce sont tous nos grands frères, nos dévanciers. Nous ne pouvons pas, au RBP, nous n'injurions personne. Nous respectons tout le monde parce que nous sommes d'abord bien éduqués. Parce que d'abord, quand on est bien éduqué, on n'injurie pas. On apporte d'autres solutions. Et donc pour cela, nous disons que nos grands frères ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais pour nous, la jeunesse, nous avons encore faim d'une autre gouvernance. Nous voulons encore de plus grands changements, des changements profonds pour nous mettre réellement. Vous n'avez pas senti ce changement après l'insurrection dans la gouvernance? Ce changement, comme je vous le dis, il vient à contre-goutte. Mais vous savez, au Burkina Faso, l'espérance de vie est de combien de temps? Mais pour combien de Burkinabés tendent vers cette espérance de vie? Nous avons soif de ce changement maintenant. Demandez à la jeunesse si aujourd'hui... L'appareil électoral, c'est une machine lourde, hein, mais à faire fonctionner. La jeunesse crie toujours que ce changement, ils ne l'ont pas encore vu. Ce n'est pas moi qui le dis. Sans oublier qu'entre-temps aussi, il y a eu d'autres circonstances qui sont venues se greffer, comme la sécurité. Oui, je comprends parfaitement. Et donc, mais nous disons que nous sommes en année électorale. Nous allons aussi proposer des solutions. Ce qui nous amène en politique, déjà, c'est parce que nous voyons que nous pouvons contribuer à l'essor politique de ce pays. Et si nous ne le faisons pas, je pense que quelque part, nous allons avoir des sentiments de regret. Pourquoi vous ne le contribuez pas? On sait qu'en tant que chef d'entreprise, vous pouvez contribuer d'une façon ou d'une autre. Vous avez été pendant longtemps aussi dans le mouvement associatif, notamment au niveau donc, des États-Unis. Vous avez été, je crois, vice-président puis président de l'Association des Burkinabés du New Jersey, c'est bien ça? Tout à fait. Vous aurez pu contribuer par ces canaux, la société civile, les affaires. Pourquoi avez-vous senti forcément le besoin donc d'aller en politique? Donc tout simplement parce que d'abord en association, j'ai été, comme vous l'avez si bien dit, 5 ans durant vice-président et 10 ans président. Mais ça, c'est une association communautaire, donc purement apolitique. Et donc, mais cela a duré 15 ans que j'ai été au devant des choses pour le compte des Burkinabés de New Jersey. Nous avons vu comment les choses ont évolué. J'ai participé aux réformes politiques en 2009, ici, au Burkina Faso. Et nous avons demandé certaines choses. Et nous avons vu que ces choses n'ont pas été implémentées. Et donc, je me suis dit, comment je pouvais donc apporter ma contribution à l'essor politique burkinabé? Il faut avoir le pouvoir de décision, c'est bien ça. J'ai d'abord contribué en 2015 à aider le MPP en tant que burkinabé de l'extérieur. Nous avons sérieusement aidé parce que c'est tout ce que nous voulions, le changement. Et donc, est-ce parce que vous avez été déçu au MPP que vous créez votre parti? Non, je dirais même que quand ils ont eu le pouvoir, j'ai encore eu l'aimabilité d'approcher certains membres dirigeants du pouvoir pour leur proposer des idées. Bon,
Ils m'ont dit tout simplement que c'était des... En tout cas, c'était beau, mais ce n'était pas faisable au Burkina Faso. C'était un rêve. Je pense que c'était très compliqué pour le faire au Burkina Faso. Ils sont peut-être plus réalistes. Bon, c'est leur manière de voir les choses. Mais nous savons que ce que je dis, nous avons fait des études. Et nous savons que si une volonté politique s'y met, c'est fort possible. Parce que je sais qu'il y a des Burkinabés de l'intérieur qui ont déjà parlé de pas mal de choses que nous demandons aujourd'hui de voir. Je prends par exemple l'idée que le Burkina Faso, comme beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, nous ne pouvons pas consolider un développement réel sans qu'on ait maîtrisé l'énergie électrique. Et pour cela, et pour en finir avec les petites formes de développement de l'énergie, il faut qu'on aille à l'énergie nucléaire. Et ça, j'y crois. Vous voyez, On sait qu'il y a Zéphirin Diabré qui avait fait cette proposition, mais on a vu les réactions. Oui, mais je pense qu'il n'a pas assez défendu ses idées. Ben, aujourd'hui, vous êtes en face d'un ingénieur électrotechnique. Donc, je sais de quoi je parle. Pour vous, il faut aller vers l'énergie nucléaire. Il faut aller nucléaire. vers l'énergie nucléaire. Beaucoup de gens vont nous décourager. Beaucoup de gens vont dire qu'on n'a pas l'argent. Mais je dirais tout simplement, écoutez. C'est un investissement lourd. Ah ben oui, c'est un investissement lourd. Mais justement, il faut un investissement lourd qui va nous prendre, même si ça va nous prendre assez de temps pour repayer, mais c'est un investissement qui va nous apporter gros. Est-ce que le Burkina peut aller seul dans cette approche? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une approche peut-être sous-régionale avec le Niger qui produit déjà... Bien sûr, bien sûr. Parce que de toute façon, nous sommes un État de la CEDEAO. Donc voilà une approche où on peut en tout cas regrouper quelques petits États qui vont donc nous accompagner vers l'élaboration de cette forme d'énergie. Et encore, je dirais que un État comme New Jersey, où j'y vis, qui représente en termes de superficie le tiers du Burkina Faso, nous avons deux mini-centrales nucléaires à New Jersey. Mais écoutez, je sais que pour créer une centrale nucléaire, c'est cher. Mais les États-Unis, c'est le pays le plus avancé, technologiquement le plus riche du monde, comme on le dit. Mais c'est aussi le pays qui doit le plus d'argent à la Chine. Mais est-ce que ça les a empêchés d'emprunter de l'argent à la Chine pour faire certaines choses? Non. Nous sommes certes un petit pays, mais avec des grands hommes qui ont de grandes ambitions. Et je pense que si nous nous mettons vers l'énergie nucléaire, nous allons pouvoir développer tout ce qui s'ensuit. Parce qu'avec l'énergie, vous voyez déjà avec l'énergie nucléaire, cela même pourrait être peut-être la première ou la deuxième devise que le Burkina Faso va vendre au reste de la sous-région. Nous pouvons vendre l'énergie au Ghana, au Niger, au Mali, jusqu'au Sénégal. Nous pouvons les revendre ça. Et voici donc des devises qui vont nous permettre de repayer cette dette. Et si ça marche, on passe d'une mini-centrale à 2 mini-centrales et pourquoi pas à 3 mini-centrales. Voilà. Donc pour moi, je me jette dans un futur où le Burkina Faso sera leader dans quelque chose. Le Burkina Faso, nous avons des hommes de foi, des hommes intelligents, des hommes courageux. Et je sais que pour faire quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas d'abord, il faut des gens. Il faut les déceler et les mettre au travail. Exactement. C'est aussi cela. Et donc, ce n'est pas seulement ça. Parce que je sais que pour qu'on arrive à réellement entamer le décollage économique du Burkina Faso et même voire de l'Afrique de l'Ouest, il va falloir que nous fabriquions ce dont on a besoin. Au Burkina Faso, nous avons plus de 8 millions de Burkinabés qui sont sur des mobylettes. C'est un marché vaste. C'est pourquoi, dans notre plateforme, le RBP, une fois le RBP a des décisions suprêmes, nous suggérions
que nous donnions au Burkina Faso 2 ans pour mettre en route des usines de fabrique de motocyclettes qui vont nous permettre donc, dans un premier temps, avec une collaboration étroite avec des pays donc, qui peuvent fabriquer des blocs moteurs, un contrat bien scellé où nous aurons des Burkinabés dans ces pays qui iront et apprendre cette technologie de fabrique de ces blocs moteurs pendant que le reste du montage de ces motocyclettes sont faits au Burkina Faso. Ça va donner beaucoup d'emplois à des gens. Imaginez-vous une moto qui s'achète autour même de 500 000 francs CFA, ou même plus. Si juste 5 millions de motocyclettes étaient fabriqués au Burkina Faso, combien de Burkinabés auraient d'emplois? C'est la même chose que les voitures. Le Ghana déjà produit ses 4x4. Le Nigeria produit ses voitures. Pourquoi nous devions donc rester derrière tout cela? Nous avions un potentiel. C'est pourquoi il est impératif que nous modernisons nos lycées techniques, afin que nous donnions la chance à ces Burkinabés de pouvoir fabriquer ce que nous avions besoin. Écoutez, nous ne sommes pas un État riche. Comment pouvons-nous tout importer? Nous importons tout. Et même, j'ai vu que nous voulions même importer beaucoup plus le sucre hors du Burkina Faso pour alimenter nos compatriotes. Et je pense que les Burkinabés ont besoin de se réveiller, d'avoir ce sursaut patriotique, qu'il faut qu'on mette le Burkina d'abord en premier, avant tout autre pays. Oui, c'est comment, en fait, la question, le débat, il est régulièrement posé, mais c'est quelle politique, justement, parce que ça va ensemble, vous parlez de la formation, mais c'est aussi comment travailler sur la consommation aussi, parce que comme vous le dites, il y a quand même quelques unités industrielles qui sont là, qui fabriquent, mais il y a comme une sorte de goût exogène. Les Burkinabés préfèrent consommer ce qui vient d'ailleurs. Parfois, on parle de la question du coût. Ce qui est fabriqué sur place est plus cher. On revient peut-être à la question de l'énergie qui coûte aussi cher. Exactement. Si la production coûte cher. Donc, c'est un ensemble de choses sur lesquelles il faut travailler. Oui, bien sûr, c'est pourquoi nous devrions impérativement aller vers cette énergie nucléaire. En tout cas, pour permettre à ces entreprises de pouvoir être compétitifs. Et donc, le décollage de ce développement devrait un peu passer par ça. Sinon, nous allons continuer à être un pays qui régresse progressivement. Et celui qui n'avance pas, forcément, régresse. Mais ce n'est pas ça seulement. Vous prenez aussi le développement des infrastructures. Et vous voyez comment les goudrons sont faits. Regardez, Ouagadougou est la capitale. Vous y habitiez. Regardez les conditions des voies. Souvent, quand on sort, quand il pleut, mais nous avions pitié de notre pays. Mais nous avons la solution à RBP. Je vous dis tout simplement, vous voyez, nous ne pouvons pas faire comme beaucoup de pays. Parce que nos ressources sont assez limitées, voire maigres. Donc nous devions réfléchir autrement. Et réfléchir autrement, c'est faire quoi? C'est tout simplement compter sur notre génie militaire. C'est pourquoi le Rassemblement des Burkinabés pour le Progrès, RBP, nous avons dit que si nous venons aux affaires, nous allons recruter massivement des jeunes Burkinabés dans les génies militaires, afin de former des soldats techniques qui pourront, à leur tour, se mettre au service de la construction du Burkina Faso. Vous savez, pour faire un goudron, on a besoin de 3 éléments clés. Nous avons besoin de la terre pour mettre à niveau la route. Nous avons besoin du granit et nous avons besoin de la colle. Mais nous avons tout au Burkina Faso. Le granit, j'ai sillonné tout le Burkina Faso. J'ai été même vers Pabré, en allant à Kaya, Tenkodogo. De Ouagadougou jusqu'à Koupéla, il n'y a que des granites. Vous prenez la route de Léo, il n'y a que des montagnes de granit. Imaginez-vous des carrières où nous postons 100 militaires par carrière. Et leur boulot, c'est de concaster le granit pour que des chauffeurs les amènent dans les différents chantiers.
C'est remettre l'État au cœur de la construction. Parce que Mais là, bien sûr, on parce a que- suffisamment libéralisé les entreprises, etc. Et après, on se retrouve avec des marchés et après mal exécutés. Parce que bon, Exactement. oui. C'est pour... Et encore, et je trouve que c'est du gâchis, puisque nous sommes encore dans des conditions où nos ressources sont limitées. Quand vos ressources sont limitées, je pense qu'il faut changer votre manière de faire les choses. Hein? Regardez quand souvent on a des trous au niveau des goudrons. On se rend compte que le goudron réel ne dépasse que quelques millimètres. C'est quelques millimètres de goudron. Mais nous savons tous que ces quelques millimètres de goudron, en 2 ans, 3 ans, nous avons déjà des trous. Et donc, nous ramenons encore à zéro tout l'effort et tout l'argent qu'on a prêté. Vous êtes aux États-Unis, on fait des goudrons cinquantenaires. Exact. C'est pour cela. Et même, je me rappelle quand le génie militaire au Burkina Faso était aux affaires, ils faisaient des choses qui sont toujours présentes et qui n'ont même pas dégradé d'un seul iota. Je prends par exemple les écoles que les génies militaires ont construites. Ces écoles sont toujours là. Moi-même, j'ai été dans une école, l'école primaire, je me rappelle très bien, l'école de Dapoya. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune fissure dans l'école de Dapoya. Après 35 ans. À Koudougou? Oui, à Koudougou. Donc vous voyez que tout ça, c'est possible. C'est possible de bien faire. Mais dans l'état actuel où on fait les choses, on ne peut pas bien faire. Moi, je n'en veux pas aux entrepreneurs. Parce que le système est fait de telle sorte que l'entrepreneur, pour survivre, parce que lui aussi, il a une famille, et pouvoir payer ses employés, est obligé de faire ce qu'ils font. Donc, nous luttons contre un système. Un système où, à la fin de la journée, c'est le peuple burkinabé tout entier qui est perdant. C'est pourquoi je dis, les jeunes ont besoin d'emploi. On emploie massivement les jeunes dans le génie militaire, où une grande partie va se mettre à la construction du Burkina Faso et l'autre partie qui va se mettre à la sécurisation On vous du dira pays. qu'on est dans le libéralisme. Il ne faut pas que l'État concurrence les entreprises du BTP. Écoutez, il y aura assez de travail pour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés sur la place qui font toujours le BTP. Nous ne disons pas que nous allons mettre hors de business ces entreprises. Non, nous allons les utiliser. Ils vont toujours fonctionner. Mais nous disons que, je prends par exemple, à l'intérieur de... Peut-être ceux qui ont des sociétés de BTP peuvent faire les RN, les grandes voies, pendant que l'État s'occupe même des voies de la ville. Que je sais que nous avons des difficultés pour goudronner. Depuis combien d'années ces maisons ont été loties et nous n'avons pas de goudron? C'est l'eau qui crée la route. Voilà où nous en sommes. Donc je disais que avec le génie militaire, nous pouvons donc avoir des goudrons très bien faits et très moins chers, puisque la majeure partie du salaire, la majeure partie de l'argent sera utilisée pour payer nos jeunes soldats pour construire nos routes. Là, pour construire l'État, nos en écoles. quelque sorte, crée de l'emploi en recrutant massivement dans le génie militaire, mais en même temps, l'État contribue à construire le pays avec des infrastructures de qualité. Exactement. Et donc, pour vous, le génie militaire, ça va être une priorité au RBB? Le génie militaire va être une priorité. Parce que je trouve qu'il n'y a pas d'institution plus sérieuse que l'armée. C'est pour cela que nous pensons que l'armée, nous devons donc reposer ce développement-là sur l'armée. Et c'est une nécessité pour le Burkina Faso. Donc, votre parti, le RBB, se fait un parti donc, de développement. Vous parlez justement de l'énergie, vous parlez de l'industrie, vous parlez justement donc, de la construction. Et donc, qu'est-ce que vous retenez finalement de la gouvernance actuelle, au-delà de ces questions que vous pensez que votre parti pourrait changer si vous avez les manettes du pouvoir? Comme je disais tantôt, ce sont nos grands frères, ce sont nos aînés, qui, beaucoup d'entre eux, ont été aux affaires plus d'une trentaine d'années. Et je pense que, comme tout humain, souvent, il faut aller à la retraite. Nous comprenons qu'ils vont vers leur retraite. Nous leur remercions pour tout le travail qu'ils ont abattu pour le Burkina Faso. C'est maintenant à cette nouvelle génération des leaders politiques de prendre leurs responsabilités
pour donc apporter les solutions réelles dont le Burkina Faso a besoin. Oui, par moment, les anciens vous diront qu'on a expérimenté avec quelques jeunes, mais la réalité, c'est que ce sont des jeunes aussi qui ne s'assument pas toujours. Ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Voilà, je n'ai jamais fait la politique. Je n'ai jamais fait la politique. Et je ne viens pas en politique parce que j'ai envie de me montrer. Je viens en politique parce que, sincèrement, je pense que nous avons des idées. Et si nous mettons ensemble, nous pouvons réellement faire bouger des choses. Ce que je dis, je suis vos émissions tout le temps, vous recevez beaucoup d'hommes politiques ici, et il y a beaucoup qui n'osent même pas donner une lueur de solution pendant qu'ils sont en entretien, sous prétexte que je vais pas donner, nous n'allons pas donner nos idées pour qu'on nous copie. Nous, on s'en fout de ça. Nous, c'est le rayonnement du Burkina Faso qui nous intéresse. Donc, ici, je vais vous donner des solutions sur comment le Burkina Faso peut repartir sur un nouveau départ. Parce qu'à la fin, que ce soit nous aux affaires ou quelqu'un d'autre, c'est le rayonnement du Burkina Faso qui nous intéresse. Donc nous allons dire ce que nous pensons que nous pouvons faire. Et déjà le débat va commencer en ville. Et si nous pouvons ensemble aller vers une même direction, que ce soit nous ou que ce soit quelqu'un d'autre, nous allons applaudir. Et le développement, justement, c'est avant tout des valeurs à inculquer. Et comment vous comptez vous prendre à ce niveau, dans ce contexte où on voit qu'effectivement, la corruption est devenue une gangrène, où on a perdu en tout cas des valeurs, on l'a vu. Avec Sankara, c'était les valeurs qui ont permis aussi de faire ces grands points bons en avant. C'est pourquoi, au RBP, nous avons tout simplement dit, vous savez, quand un homme avec grand H, homme ou femme, je vais dire, se laisse corrompre, tout simplement, suivez où va son argent. Et naturellement, vous verrez comment la personne habite, où la personne habite, qu'est-ce que la personne conduit et le reste. Donc, généralement, il y a un adage en anglais qui dit « If you want to know the person, follow the money ». Ça veut dire que si tu veux connaître quelqu'un, l'authenticité de quelqu'un, suis là où se trouve son argent. Ça te dira quel genre d'homme c'est. C'est pourquoi nous ne devrons pas hésiter à réellement montrer au peuple burkinabé ce que les corrompus sont. Parce que souvent on applaudit, souvent même nos voisins, qui sont des serviteurs du peuple. Et tout le monde sait qu'un serviteur, c'est le fonctionnaire burkinabé. On ne peut pas servir le peuple burkinabé et être riche. Je pense que si tu veux être riche, et tu vas entreprendre, alors en ce moment, vous serez riche comme vous le souhaiterez. Vous, le fonctionnaire n'a pas le droit d'être riche? Non, un fonctionnaire ne peut pas être riche. Un fonctionnaire, vous connaissez un fonctionnaire au Burkina Faso, je ne parle pas des fonctionnaires peut-être de l'État qui sont à l'extérieur, un fonctionnaire au Burkina Faso qui touche 1 million de francs CFA? Ou même plus? Non. Et je n'appellerai pas avoir 1 million de francs CFA être riche. Donc ça fait quoi? Tout simplement 12 millions de francs l'année. Il y a des gens, leur voiture même dépasse déjà 20 millions de francs CFA. Et qui sont des fonctionnaires. Bon, la question c'est, si cette voiture n'a pas été offerte, comment ils l'ont eu? La corruption, elle est toute simple. Vous prenez par exemple un domaine comme la douane, on vous dira, oui, c'est normal, c'est vrai, ils n'ont pas de gros salaire, mais les avantages, c'est lié au métier, au risque du métier, et c'est normal, on trouve que c'est normal que les douaniers soient riches, par exemple. Ah bon, on trouve que les deux... Bon, si le reste, si c'est l'opinion publique, moi je pense que tout ça se vérifie. Tout ça, il n'y a rien au monde qui ne peut pas se vérifier. Et pour moi, si un douanier est milliardaire, tout cela devrait pouvoir être vérifié. Parce que s'il y a des primes, les primes, sont-ils vérifiables ou non? On a vu récemment avec cette affaire de l'ancien DG, du DG adjoint de la douane, justement, où avec toutes ces multitudes de biens immobiliers estimés à plusieurs centaines de millions.
plusieurs centaines de millions. Est-ce qu'il a pu justifier? Là était la question. Est-ce qu'il a pu justifier comment il a acquis tous ces biens? Vous voyez, ce que je trouve au Burkina Faso, je trouve que nous sommes plus développés que l'État. C'est pourquoi, à Ouagadougou, les individus se sont développés au détriment de l'État. De l'État. C'est pourquoi, à Ouagadougou, vous avez des bouchons partout, des voitures partout. Donc, c'est comme si pendant que l'individu travaillait à se développer, l'État, soit lui, dormait, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure qui explique comment toutes ces personnes peuvent être enfants. Pourtant, je sais combien une voiture coûte. Et généralement, quand on regarde ces voitures, il n'y a pas de voiture de moins de 5 millions en ville. Bon. Nous, on ne sait pas. Pourtant, quand je vois la grille salariale, où je vois le syndicat des travailleurs qui se plaignent pour une vie meilleure, nous voyons les salaires des fonctionnaires. Mais quand les fonctionnaires vous disent, justement, on n'est pas contre justement cet assainissement du train de vie de l'administration publique de façon générale, mais ça doit venir par le haut, comme on le dit encore une fois, le poisson pourri par la tête. Si il y a des ministres qui se donnent des salaires, qui négocient des salaires, voilà, en dehors des textes, qui s'octroient des millions à la fin du mois, avec tout ce qu'il y a aussi comme avantage lié à ces fonctions, ces présidents d'institutions qui sont chèrement payés. Donc le fonctionnaire se dit, mais moi aussi j'ai droit au bonheur. Bien sûr, je suis d'accord avec eux. Je suis parfaitement d'accord avec eux. C'est pourquoi, si je me rappelle qu'en 2015, quand beaucoup de nos fonctionnaires étaient nommés à des hautes responsabilités, beaucoup de gens ont déclaré leurs biens. Nous voilà donc à la veille des élections. Bon, ben, les biens qu'on a déclarés, qu'est-ce qu'on a fait? On repart à une autre élection. Qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on avoir un audit pour un nouveau départ? Ou bien on déclare juste les biens et puis c'est tout? Qu'est-ce qu'on a fait de ces biens déclarés? Parce que s'il n'y a rien, je pense qu'il n'y avait même pas de sens même qu'on déclare ces biens. Nous sommes en 2020, un mandat qui va titiller vers sa fin. Je pense qu'on devrait également nous représenter l'état de tous ces élus et l'état de tous ces biens pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans et pour réellement justifier avec tous ces syndicats que là-haut est pourri ou n'est pas pourri pour que quand même la grogne sociale puisse cesser un temps soit peu. Et donc je pense que j'ai toujours été de ceux-là qui croient que le gâteau national doit être partagé à part égale. Et donc, cette histoire de corruption, il va falloir que nous devenions beaucoup plus patriotiques. Parce que, vous voyez, l'individualisme ne paie pas. Parce que tout Burkinabé passera toujours à l'hôpital. Et pour cela, il faut des patriotes à la tête de l'État. De l'État, et je suis d'accord. Votre parti va aux élections de 2020, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Vous irez aux législatives? Oui. Nous avons pu déposer pour les législatives et pour un jeune parti, je suis fier d'annoncer que nous avions pu déposer pour 15 provinces et la liste nationale. 15 provinces et la liste nationale. Oui, tout à fait. En quelques mois déjà, vous avez pu avoir une bonne implantation au niveau national? Oui, comme je vous ai dit, ça fait 2 ans et demi que nous avions d'abord travaillé en tant que mouvement politique. Et donc, la volonté des uns et des autres. Vous avez pu vous construire une base dans ces 15 provinces-là? Ah oui, nous sommes même implantés dans plus de 15 provinces. Mais nous avions trouvé que nous avions donc beaucoup de chance dans ces 15 provinces. C'est pourquoi nous avions donc présenté pour ces 15 provinces-là. Voilà. La présidentielle, vous seriez candidat? Pour le moment, nous n'avons pas encore décidé de ce que nous allons faire. Et donc, restez à l'écoute. En tout cas, cela sera défini très très bientôt. Parce que ce n'est pas... Ou alors, vous allez soutenir un candidat?
Il se pourrait que nous soutenions un candidat pour... Le président sortant? Je ne peux rien dire là-dessus puisque je ne décide pas tout seul. C'est toute une organisation qui décide. Et pour nous, comme je l'ai dit bien auparavant, c'est le rayonnement du Burkina Faso qui nous intéresse. Et donc, que ce soit de l'opposition, que ce soit l'opposition non alliée, ou que ce soit le parti au pouvoir, nous souhaitions que tous ceux qui sont déjà aux affaires, que chacun donne le 100% de leur talent, de leur courage, de leur savoir pour mettre le Burkina Faso en avant, pour que nous prospérions. Parce que beaucoup de nos compatriotes souffrent. Ils souffrent dans leur cœur, ils souffrent dans leur poche, et nous devrions nous battre pour changer cela. Vous êtes de quel bord, mouvance ou Non, opposition? nous sommes un parti de l'opposition. Tout simplement. Parce que, et nous ne sommes pas de cette opposition qui oppose tout. Non. Le parti au pouvoir, on fait de grandes réalisations. Je peux donc vous dire déjà, quelque chose qui m'en pleut, c'est la récréation de la banque agricole que ce gouvernement a mis sur place. Parce que, au Burkina Faso, vous le savez bien, nous avons donc un pays à fort taux d'agriculteurs. Et donc, ne pas avoir une banque agricole sérieusement dédiée aux questions agricoles et au financement de l'agriculture était dommage. Et donc, je félicite. Ça existait par le passé, maintenant c'est le fonctionnement, c'est déjà toute la question. C'est déjà un bon départ. Et comme je dis, nous allons continuer à avoir les yeux là-dessus pour que cette banque agricole puisse servir la nation. Et même pour aller loin, l'une des idées que nous voulons réellement changer au Burkina Faso, c'est pouvoir permettre à chaque Burkinabé de devenir une entité financière. Et qu'est-ce qu'une entité financière? Vous savez, aujourd'hui au Burkina Faso, quand on demande à un Burkinabé, quelle est votre adresse au Burkina Faso? Soit on vous donne une adresse boîte postale, ou on vous explique par 6 mètres à gauche et à droite. Et je pense que ce ne sont pas des conditions réunies pour que les Burkinabés entrent dans ce monde financier. Et quand nous disons que nous voulons travailler à ce que chaque Burkinabé devienne une entité financière, c'est que chaque Burkinabé puisse avoir une adresse physique. Mais cela, l'État a d'abord un rôle à jouer. L'adressage, par exemple. L'adressage. Je sais bien que dans le passé, ils ont essayé de le faire, mais ça a été tellement mal fait que personne n'a de considération pour ce qui a été fait. Donc c'est pour cela, nous disons que l'État doit retravailler à dénominer chaque voie, chaque 6 mètres, chaque avenue, de sorte à ce que nos pièces d'identité soient refaites pour donner à chaque Burkinabé une adresse physique. Quand ceci sera fait, nous allons donc forcer les institutions financières à avoir des considérations financières pour chaque Burkinabé. En ce moment, tout Burkinabé sera inscrit donc dans cette liste participative de la vie financière de la nation. Ça veut dire tout simplement que quand vous allez commencer des transactions financières, tout sera enregistré. Au bout de quelques mois, vous serez reconnu comme un bon payeur ou un mauvais payeur. Juste parce que nous voulons travailler à ce que le Burkinabé n'ait plus à économiser 600 000 francs pour aller s'acheter une moto. Ou le travailleur à mi-moyen n'est pas à économiser 10 millions pour aller s'acheter une voiture. D'accord. Nous aimerions que chaque Burkinabé puisse s'inscrire avec un concessionnaire, pouvoir, pour une moto de 600 000 francs, avancer 200 000 francs, et le reste des 400 000, le payer mensuellement 15 000 ou 20 000 francs par mois pendant 4 ou 5 ans pour éponger la dette de la moto. D'accord. D'accord, on est en fin d'émission. Hein. Et la question du voix de la diaspora, vous êtes de la diaspora. Vous comptez beaucoup sur cette diaspora Bien sûr, au niveau de votre parti? Ce sont mes compatriotes. Et je dis que pour cette année 2020,
force est de savoir que la diaspora n'a pas pu s'inscrire à grande échelle. Tout simplement parce que, pour des raisons techniques, la CENI n'a pas pu réellement se rendre au cœur de la diaspora. Je prends un État comme New Jersey, qui est quand même à une trentaine, cinquantaine de kilomètres de New York. Beaucoup de Burkinabés n'ont pas pu se déplacer à New York pour aller s'enrôler. Donc imaginez-vous, si on vous demandait de quitter Koudougou pour venir vous enrôler à Ouagadougou, à vos propres frais, et peut-être frais d'essence, frais de parking, etc., etc., et même perdre une journée de travail pour le faire, oui, c'est patriotique, mais c'est assez cher pour les Burkinabés de la diaspora. Et donc, dans le futur, nous allons réellement travailler à ce que la CENI puisse, pas de démembrement, ou en tout cas par une autre manière de faire, puisse toucher beaucoup de Burkinabés pour que les élections puissent être une incarnation de la volonté du peuple burkinabé. D'accord. De l'intérieur comme de l'extérieur. Gabriel Béréoudjougou, président du Rassemblement des Burkinabés pour le progrès RBP. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Nous sommes en fin d'émission. C'est moi qui vous remercie, mais si vous permettez, je vais quand même avoir un dernier message à l'envers de mes compatriotes, et donc pour ces élections qui viennent. Tout simplement pour dire à mes chers frères burkinabés, nous sommes à la veille des élections de 2020. Nous voulons juste les demander de se rappeler que toutes les actions qu'ils vont prendre maintenant, c'est pour les 5 prochaines années. Et je sais que ce n'est pas 1000 francs d'un politicien, 2000 ou 5000 francs d'un politicien qui pourra changer la vie d'un Burkinabé. C'est plutôt ce que nous promettons de faire quand nous allons aux affaires qui pourra changer la vie de nos compatriotes. Donc j'aimerais les demander de prendre garde, d'écouter ce que nous disons. Et si toutefois nous sommes élus et que nous ne faisons pas ce que nous avions promis, qu'ils nous amènent devant les faits, afin que les uns après les autres, nous puissions démissionner. Faites très attention, parce que c'est votre vie qui est en danger. Aucun politicien ne peut vous promettre ciel et terre. Écoutez très bien, regardez les actions et suivez votre cœur. Une fois dans l'urne, c'est vous et votre avenir. Et donc, chers Burkinabés, soyez courageux, parce que nous n'avons pas le choix. Nous devrions développer ce Burkina Faso pour laisser un Burkina Faso moins endetté à nos enfants, pour laisser un Burkina Faso plein d'espoir à nos jeunes frères et filles. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gabriel Béréoudjougou. Je rappelle que vous êtes le président du Rassemblement des Burkinabés pour le progrès. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.